Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Les experts de l'IMO avec, pour terminer cette semaine riche, on va dire éprouvante, carrément. Et on va en parler justement avec Pierre-Emmanuel Jus de Maslow. Bonjour. Et Sylvain Lévy-Valency de Radio IMO. Merci d'être avec nous. Alors, je dis éprouvante. Pourquoi ? Parce que pour vous comme pour nous, il est question de budget, il est question de loi de finances 2025, et aussi bien du côté des actions, des marchés, que de l'obligataire, que de l'épargne, que des placements, que des professionnels de la finance, que de l'immobilier. On est complètement paumé. On ne sait plus où on va. Et je crois, Sylvain Lévy-Valency, que vous avez des messages forts à faire passer là-dessus. Oui, messages forts, vous savez, s'il n'y avait pas un effet délétère sur la précarité de logement des Français, je pourrais comprendre les mécanismes d'économie et le contour du projet de loi de finances. Mais que ce soit Pierre-Emmanuel et tous les acteurs majeurs du marché du logement, on loge des Français. Et le volume sans domicile fixe, le nombre de personnes qui sont en état de précarité, 4 millions de personnes qui sont en état de précarité sur le logement, c'est-à-dire qui subissent une situation, un stress social, c'est un marqueur essentiel, le logement. Qu'on est aujourd'hui dans un contour de loi de finances, à peine les contours d'un PTZ qui a été annoncé, sur les 6 mesures qu'avait annoncé Michel Barnier, qui étaient plutôt positives, que nous d'ailleurs, on a tous salué assez bien, sans aucune possibilité d'arbitrage réel, on comprend d'un seul coup que le gouvernement, effectivement, n'a plus un rond, qu'il n'est pas enclin du tout à financer la politique du logement, une politique massive pour faire repartir notamment le logement et la construction de logements neufs. Et on comprend de façon assez désespérante que ça va devenir quelque chose de dramatique à l'égard des Français. On trouve dans ce projet de loi de finances des éléments qui sont absolument fous. Par exemple, sur les dotations aux collectivités locales avec le fameux fonds vert, vous savez, pour la rénovation énergétique. Alors oui, parlez-nous de ça, parce que c'est vrai qu'au milieu on a parlé de foire aux saucisses, parce que vraiment, on n'en revenait pas de voir les trucs passer, mis à la poubelle, puis revenir sur le... Alors, cette histoire du fonds vert, il faut qu'on l'explique un petit peu. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'il était question de faire, justement? Alors, pour faire simple, le fonds vert, c'est une dotation qui permet aux collectivités locales d'opérer à l'échelle des territoires les projets de rénovation d'ampleur énergétique. C'est un levier de financement pour les collectivités locales qui, je le rappelle, ont été sévèrement ébranlées par la baisse de leur dotation, la baisse, la taxe d'habitation, dont on ne va pas en reparler, mais la taxe d'habitation qui a été quand même assez fatale à certaines collectivités locales qui sont à l'os. Et à qui, justement, on a demandé à qui on a transféré des compétences. Exactement. Absolument, sans y associer les recettes. Donc les maires de France aujourd'hui, les élus locaux, qui sont pour moi les seuls à même, en fait, de guider, si vous voulez, les schémas d'aménagement de leur territoire et d'adapter la politique du logement, comment voulez-vous qu'ils accueillent une nouvelle population? Parce que vous savez, quand vous accueillez quelqu'un dans votre ville, vous devez construire aussi les crèches, les écoles, les aménagements, et aujourd'hui, les collectivités locales n'ont plus la capacité de le faire. Donc il y avait ce fameux fonds vert, sous prétexte effectivement que le volume de consommation n'avait pas été effectif sur l'année précédente, on rabote de plus d'1 milliard d'euros ce fonds, ce qui va encore une fois accélérer, si vous voulez, la précarité énergétique dont on est très loin en fait par rapport à l'élément, notamment le schéma directeur du calendrier qui prévoit jusqu'en 2034 la transformation urbaine des bâtiments. Et là, on est sur une équation où on comprend là, pour le coup, de façon assez violente, que même à l'égard des pouvoirs locaux, comme à l'égard de l'industrie, du logement et de la fabrique de la ville, on n'aura jamais les leviers pour rebondir. Pierre-Emmanuel Jus, vous êtes un peu de cet avis. Il y a une sorte de négligence, quoi, on va dire, de cette problématique, ou est-ce que ça tourne autour d'autres choses selon vous? En fait, ce qu'on voit, c'est vrai qu'on regarde beaucoup BFM Business, mais en ce moment, on regarde un peu aussi LCP. En fait, on voit une différenciation entre les élus de territoire qui voient tous dans leur permanence la problématique du logement comme une réalité, des gens qui n'arrivent plus à se loger, et donc on a besoin de logement. Donc comme on a besoin de logement, on a besoin de construire des logements. Et aujourd'hui, pour construire des logements, un promoteur, il a besoin de construire des logements intermédiaires, il a besoin de la résidence principale, il a besoin des investisseurs. Et ces 3 marqueurs-là sont hyper importants.
Voilà, c'est ces trois marchés. Et les trois marchés se sont grippés en même temps l'année dernière à cause d'une hausse des taux phénoménale. Et là, aujourd'hui, on passe par le rabot fiscal important. Et donc, les trois intervenants se retrouvent complètement bloqués. Alors, c'est vrai que dans le projet de loi de finances, l'encouragement du prêt à taux zéro est plutôt une bonne chose, qu'on va élargir les territoires, ça peut permettre de sortir de... Je précise qu'on revient au taux à taux zéro, Pierre-Emmanuel, qu'on avait avant. Oui, tout à fait, on fait que revenir... On l'avait en 2023. Et on n'avait pas besoin de prêt à taux zéro quand les taux étaient à 1, et on en a sans doute plus besoin quand les taux sont à 3,5. Donc après, le logement intermédiaire, les institutionnels aujourd'hui, ils ont un dispositif qui peut les encourager, qui s'appelle le LLI. Et puis les investisseurs, ils avaient le dispositif Pinel qui, lui, alors hier, ça a été la foire d'empoigne sur les amendements totalement supprimé. Donc ça, c'est certain que ça va s'arrêter. La Cour des comptes a dit pourtant, ça permet de construire 50 000 logements. Comment on finance le logement social en France? On a besoin des investisseurs. Donc il y a des propositions qui sont portées par la FPI, par les FPI régionales. Fin du Pinel, très bien, mais par quoi on le remplace? Si c'est rien, c'est 40 000, 50 000 logements qui vont tout simplement disparaître. Donc il y a des propositions. Aujourd'hui, un promoteur qui vend à un institutionnel, l'institutionnel a le droit au LLI. Pourquoi le particulier n'y aurait pas le droit? C'est porté par certains. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une enveloppe. On a écouté notre ministre avant-hier. Elle dit la Pinel coûte 2,5 milliards. Elle coûte combien elle rapporte déjà donc du coup, cette enveloppe de 2,5 milliards, on va l'utiliser pour faire le prêt à taux zéro et la fameuse donation des 150 000 euros. Donation des 150 000 euros qui concernera quelques centaines de personnes en France, quelques milliers de personnes. Je prends le pari. Voilà, qui fait débat aussi, parce que globalement, est-ce que c'est ça qui va vraiment il y a quelques projets assez délétères. Donc déjà sur le fond, et Dieu sait que je ne sauterai pas que ce que je dis puisse être pris comme une attaque contre le pouvoir exécutif directement. C'est contre les politiques délétères à l'égard du logement, mais depuis les 40 dernières années. Alors c'est sûr qu'Emmanuel Macron a bien accéléré le processus en mettant à genoux toute une industrie. Toute une industrie. Ce que dit Pierre-Emmanuel est très juste. Si vous construisez, Antoine, du logement suffisamment, vous décompressez mécaniquement la demande sur l'ancien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait automatiquement? La massification de cette offre, une construction raisonnée, adaptée, avec un vrai souci de transition environnementale, permettra de baisser naturellement les prix. Vous savez, c'est comme les premiers... moi, j'ai l'âge d'avoir connu, vous savez, les premiers BHS avec les... Bon, ça coûtait un bras. Bon, non, mais même dans l'industrie automobile. Quand on a commencé à en fabriquer des milliers et des dizaines de milliers, on a fait baisser les prix. Si on fabrique du logement, si on densifie, si on a une politique volontariste, non pas inscrite sur un schéma temporel d'un projet de loi de finances qui change tous les ans et qui met en difficulté, d'ailleurs, la gestion d'actifs pour des entreprises, par exemple, cotées, ou des entreprises qui se projettent dans l'avenir, eh bien, on n'y arrivera pas. Le deuxième point, c'est que si les Français aujourd'hui arrivaient à avoir un accès au logement, ça irait plutôt bien, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que la précarité dans les 5 dernières années, elle s'est accrue. La pauvreté à l'égard du logement a accru de plus de 30%. Le nombre de sans domicile fixe a doublé. On est passé à 4 200 000 personnes qui sont en attente d'un logement aujourd'hui, qui est un logement sain, digne et normal dans une société qui se veut libre. Le fossé des inégalités, il se creuse à partir de là. Bien sûr. On peut avoir une ministre de plein exercice, c'est très bien, tout le monde l'a salué, sauf que elle est très bien. Valérie Létard est quelqu'un qui a piloté l'ANRU, qui est une très bonne parlementaire. Elle a pris le Marocain, on se demande pourquoi, puisque de toute façon, sa latitude, elle est forcément reniée d'une manière ou d'une autre par ses contraintes budgétaires. Et Pierre-Emmanuel parlait des recettes sur l'industrie immobilière. Vous savez comment ça rapporte, l'industrie immobilière? C'est 96 milliards d'euros. Pour à peu près, grosso modo, 42 milliards d'euros d'investissement. Sauf qu'à Bercy, vous savez, ça ne rentre pas dans la même poche. Vous voyez, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Ouais. On a démontré, quand Valority, vous construisez ou quand vous aménagez, ça crée 2 emplois et demi induits. Quand vous mettez en place l'aménagement d'un territoire, vous créez de la vitalité sur le territoire. Donc non seulement c'est bénéfique en termes de TVA, c'est bénéfique en termes de rapport et de recettes pour l'État, mais en plus, c'est le seul moyen d'irriguer correctement le caractère social de la ville. Mais Pierre-Emmanuel Jus, moi j'ai eu des promoteurs et des intervenants du marché immobilier toute cette semaine qui ont dit, oui, bon, ok, c'est la foire aux saucisses du côté du budget, on va attendre que les choses se stabilisent un petit peu. Mais il n'est pas question que de sous, que d'aide, d'alimentation du marché en liquidité. Il est aussi question
de véritables politiques publiques en matière de simplification, ne serait-ce que du changement des PLU, par exemple, pour changer un immeuble de bureau, un ensemble de bureaux en immeuble d'habitation, parce que les bureaux ne sont pas occupés et le marché locatif reste tendu. Est-ce que vous pensez qu'il y a un total manque de prise de conscience de ce phénomène-là, par exemple? En fait, on met des contraintes. Et après, on regarde les conséquences des contraintes après. Donc, le PLU, aujourd'hui, la loi ZAN, finalement, la loi ZAN, on se dit, il faut plus artificialiser les sols, il faut augmenter la densité, augmenter les étages, etc. Mais quand vous déposez un permis de construire dans une mairie qui respecte le PLU de 4 étages, le maire vous dit, 3 étages. Pourquoi? Pour ce que tu as dit, Sylvain. Il faut construire des crèches, des écoles, on trouve toujours de l'argent pour construire des écoles, il n'y a pas de problème. Mais après, le sport le mercredi, l'accompagnement à l'école à 7h30 le matin et à 18h le soir, ça c'est de la responsabilité de la mairie. Et donc le maire, il a besoin d'avoir un projet sur sa ville sur 10, 15, 20 ans. La loi ZAN, on a considéré l'ensemble des territoires de la même façon. Or, les flux migratoires de population ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, on n'a pas besoin, on peut appliquer la loi ZAN stricto sensu sur la diagonale du vide, il n'y a aucun problème en France. Mais le flux migratoire, moi j'habite à Lyon, on accueille 8000 nouveaux habitants par an. Voilà, on va livrer 2000 logements cette année. Je vous donne un exemple. Ouais. J'ai l'âge d'avoir un peu d'expérience. En 1984, on avait le même volume en moyenne d'autorisation d'urbanisme et de permis de construire qu'aujourd'hui. Il y a juste une différence. C'est qu'à l'époque, il y a 57 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 70 millions. C'est-à-dire qu'il y a 16 millions d'habitants supplémentaires, quasiment, qui sont venus sur le territoire. Et ce que dit Pierre-Emmanuel est très juste. Vous avez des flux migratoires qui, à un moment donné, saturent complètement les métropoles, et notamment les phénomènes d'hypermétropolisation. Et qu'est-ce qui se passe, Antoine ? C'est que comme tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un 200 mètres carrés dans le centre de Paris à 18 000 euros du mètre carré, quand vous savez aujourd'hui que Paris perd 10 000 habitants en moyenne par an parce qu'on fuit Paris, parce que c'est trop cher, parce que les Français n'arrivent pas à se loger, qu'est-ce qui se passe ? Vous acceptez absolument n'importe quoi. Résultat, vous voyez, moi je le vois dans mes reportages, des taudis, des logements insalubres que les gens acceptent désespérés. Ils ferment leur gueule pour rien dire aux propriétaires parce qu'ils sont tellement contents d'avoir un logement. Lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est un jeune actif qui arrive en ville, où c'est l'enfer. Je vais vous donner juste 2 chiffres qui vont illustrer le propos. En septembre 2024, c'est 17% des étudiants qui ont renoncé à leur projet de vie professionnels d'études, faute de logement. C'est 14% des contrats à durée indéterminée qui n'ont pas été signés en hypermétropole. On a aujourd'hui des bailleurs sociaux qui ont été pieds et poings liés à cause de ce qu'on appelle, alors par exemple la RLS, on pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez, qui a ôté aux bailleurs sociaux leur capacité de financement. Pour le logement intermédiaire, c'est pareil. Et les collectivités locales, quand Pierre-Emmanuel s'adresse à eux et vous vous adressez à eux régulièrement, ils vous répondent « Je veux bien loger les gens, mais je peux plus. C'est plus possible. » C'est du domaine régalien de l'État de définir une politique d'aménagement du territoire. Et cet État-là, ce gouvernement-là, est complice de la politique du changement délétère qui se produit aujourd'hui. Allez, on continue. Gardez vos arguments très précieusement. On continue le débat dans quelques minutes. Cette place de l'IMO qui continue pour essayer de décortiquer un petit peu les tendances du marché immobilier au milieu de ces débats autour du budget. À tout de suite.